Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal de l'économie dont voici le sommaire. Le déficit budgétaire pourrait croître en Afrique du Sud en 2020. Il devrait atteindre 6,1% à cause des plans de sauvetage des entreprises publiques. L'État de Kano accorde la priorité à la culture de la tomate. Il compte lui allouer 10 000 hectares de terres irrigables à partir de la saison sèche 2019. L'île Maurice, pays le plus compétitif de l'Afrique en matière de voyage et de tourisme, c'est ce qui ressort du rapport 2019 de World Economic Forum. Les plans de sauvetage des entreprises publiques menacent d'accroître considérablement le déficit budgétaire de l'État pour l'année 2020 en Afrique du Sud. Selon certaines sources, ce déficit devrait atteindre les 6,1% alors que le Trésor sud-africain avait annoncé 4,5% en février. En 2020, le déficit budgétaire de l'Afrique du Sud devrait atteindre les 6,1%. C'est ce qui ressort d'un sondage réalisé par Bloomberg auprès de nombreux économistes. Ce taux dépasse largement les 4,5% annoncés en février par le Trésor sud-africain d'une part et est aussi supérieur au déficit budgétaire enregistré par le pays depuis 2010. Cette prévision pessimiste est motivée par les nombreuses injections de liquidités à destination des entreprises publiques telles qu'Eskom ou la South Africa Airways qui consomment d'énormes ressources budgétaires au détriment d'investissements dans des projets de développement. En effet, au cours des 3 prochaines années, par exemple, l'entreprise nationale d'électricité, qui fait face à une dette de plus de 30 milliards de dollars, s'attend à recevoir de la part de l'État 128 milliards de rands, soit 8,6 milliards de dollars. L'aggravation de ce déficit pourrait entraîner une hausse de la dette publique, menaçant ainsi les finances du pays. Ceci dans un contexte où quelques semaines plus tôt, l'Institute of International Finance indique dans un rapport que la dette publique sud-africaine pourrait grimper à 95% du produit intérieur brut d'ici les 5 prochaines années et que le ministre des Finances, Tito Mboweni, annonçait que le pays manquerait probablement son objectif de 1,5% de croissance en 2019 en raison d'un changement de conditions et de nombreux vents contraires qui soufflent sur l'économie nationale. Pour leur part, les agences de notation Fitch et S&P Global Ratings classent la dette souveraine du pays dans la catégorie à haut risque, contrairement à Moody's qui la maintient dans la catégorie faible risque de défaut. Toutefois, en cas de détérioration de la situation des finances publiques, l'agence américaine pourrait-elle aussi abaisser sa note, assombrissant les perspectives d'investissement de l'économie la plus industrialisée d'Afrique. L'État de Kano au Nigeria compte allouer 10 000 hectares de terres irrigables à la culture de la tomate à partir de la saison sèche 2019. La démarche s'inscrit dans le cadre d'un programme lancé par le gouvernement depuis 2015. L'objectif est de fournir des engrais, des prêts financiers, mais aussi des plantules à quelques 10 000 producteurs de la zone pour le compte de la dite saison. Il faut noter que l'État de Kano abrite déjà une usine de transformation de tomates appartenant au groupe Dangote et dotée d'une capacité de traitement de 1200 tonnes par jour, ce qui a contribué à faire du Nigeria le second producteur de tomates fraîches en Afrique et le 14e à l'échelle mondiale. La culture de tomates occupe 200 000 producteurs dans le pays. Un mot à présent sur le rapport 2019 de World Economic Forum sur la compétitivité du voyage et du tourisme. Au total, 140 pays ont été étudiés cette année, dont 37 issus du continent africain. Tous ces pays ont été classés sur la base de 14 indicateurs répartis en 4 catégories.
Selon le rapport 2019 du World Economic Forum, l'Afrique australe est la région la plus compétitive, même si elle a connu une croissance lente de la compétitivité au cours des 2 dernières années. En 2019, la région est en tête avec un bon score enregistré sur 11 piliers parmi lesquels figurent notamment la compétitivité des prix, l'ouverture internationale, l'amélioration des infrastructures, des services touristiques, le niveau de digitalisation. L'Afrique de l'Est apparaît selon le rapport proche de l'Afrique australe en termes de la compétitivité, mais a connu une stagnation depuis la dernière édition en raison de la baisse des voyages d'affaires, le manque d'infrastructures d'hygiène et de santé. Quant à l'Afrique de l'Ouest, elle a, selon ce rapport 2019, connu la plus forte augmentation en matière de compétitivité, mais occupe également le dernier rang, étant donné qu'elle accorde moins de priorité aux TIC, aux infrastructures de services touristiques et aux ressources naturelles. Ainsi, parmi les pays africains, l'île Maurice se taille la première place en enregistrant de bonnes performances au niveau de certains indicateurs tels que la digitalisation, la sécurité, la santé et l'hygiène. L'Afrique du Sud occupe la 2e place, portée par des indicateurs tels que la compétitivité des prix, les ressources naturelles, les priorités accordées au voyage et au tourisme. Viennent ensuite les Seychelles qui enregistrent de bonnes performances au niveau de certains indicateurs tels que les priorités accordées au voyage et au tourisme, la santé, l'hygiène, la sûreté et la sécurité. L'Égypte occupe la 4e place et le Maroc arrive en 5e position, suivi de la Namibie qui est 6e et du Kenya. La Tunisie, le Cap-Vert, le Botswana referment le top 10 de ce classement en occupant respectivement les 8e, 9e et 10e places. Au niveau mondial, en matière touristique, les nations les plus compétitives sont l'Espagne, la France, l'Allemagne, le Japon et les États-Unis. Direction maintenant Djibouti dont l'économie reprend de la vitesse. On en parle dans un court instant avec notre chroniqueur Casimir Pédia. Bonjour Casimir et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonjour Inès. Alors, selon la Banque mondiale, après une croissance de 4,1% en 2017 et 6% en 2018, la production devrait progresser de 7% en 2019. À quoi donc doit-on une telle progression à Djibouti ? Merci Inès. On doit cette progression à la bonne santé économique, mais aussi à la bonne santé politique de l'Éthiopie. En effet, l'économie... L'Éthiopie ou Djibouti ? Bien sûr, la bonne santé économique donc, de l'Éthiopie, car Djibouti vit aux dépens donc, de l'économie de son voisin éthiopien. En effet, il faut le dire, l'Éthiopie tient la croissance au niveau de la région et des petits pays à économie faible, à PIB, donc en nette croissance comme Djibouti, donc dépendent de l'Éthiopie. Et comme on peut s'attendre à la 3e année consécutive donc, de l'exercice budgétaire, Djibouti a une fois encore compté sur l'Éthiopie avec un taux de croissance, vous l'avez dit tantôt, de 7% en 2019. Il faut le dire, en 2018, le pays avait déjà affiché un taux de croissance de 6%. Et en 2017, un taux de croissance de 4,1%. Il faut dire également que selon la Banque mondiale, Djibouti doit donc travailler pour maintenir donc les réformes si véritablement le pays compte aller de l'avant. Le pays doit également tout faire pour donc se départir de son voisin donc immédiat qu'est l'Éthiopie si véritablement ce pays veut afficher une très bonne croissance. En tout cas, si les Djiboutiens doivent mieux se porter, leurs gouvernants doivent donc travailler sur des indicateurs internes pour véritablement faire face aux enjeux de développement. Alors, comment est-ce que la progression notée se ressent dans le pays? Alors, cette progression se ressent à merveille. En effet, donc, passer donc, la barre de 1,90 $ par jour pour un Djiboutien. En ce moment, la tendance baissière au niveau donc, de la pauvreté est en train donc, de connaître des meilleurs. 16,3% en 2018, 15,4% en 2019. C'est la tendance
actuellement en ce qui concerne donc la lutte contre la misère, la précarité au niveau du pays. Le pays est en train de travailler donc pour pouvoir assurer le bien-être de sa population, l'inclusion financière est en marche. On apprend aussi de l'institution hollywoodienne, du moins de Bretton Woods, voilà, que Djibouti doit donc mouiller le maillot davantage pour pouvoir donc réduire le taux donc d'analphabétisme, mais aussi le taux de chômage au niveau du pays, car aujourd'hui on note quelques affres donc liées à l'insécurité, aux tensions politiques, qui fait aujourd'hui que véritablement certaines régions n'arrivent donc pas à employer donc leurs jeunes pour s'offrir donc un mieux-être. En tout cas, le pays devra donc travailler sur un certain nombre d'indicateurs si véritablement les 5 prochaines années doivent être celles donc de la croissance, de la bonne croissance au niveau de ce pays-là. Alors vous l'avez souligné, l'économie djiboutienne dépend de celle éthiopienne. Finalement, n'y a-t-il pas de risque? Il y a de risques. Déjà, le risque de cette dépendance, elle est donc, du moins, il est majeur, et beaucoup donc d'observateurs attirent l'attention donc des dirigeants sur ce facteur. Au-delà de ça, l'Éthiopie devra donc multiplier ses performances pour véritablement assurer une politique cohérente au niveau de la région. Sinon, des petites économies comme Djibouti en pâtiront certainement. C'est l'avis donc des experts. Au-delà de ça, Djibouti risque également donc gros si véritablement les enjeux donc des importations pays connaissent une certaine croissance sur le marché international. En effet, Djibouti dépend également donc des produits de consommation tels que donc les hydrocarbures et aussi les produits agroalimentaires. Tout ceci fait que aujourd'hui le risque pays est des plus élevés, même si le taux de croissance est passé de 2017 à 4,1%. Pour atteindre donc 7% en 2019. Et déjà, la Banque mondiale et le FMI projettent un taux de croissance de 8% pour donc, la période 2020-2023. Donc, véritablement, le risque ici, il va falloir que le pays puisse travailler son agriculture, puisse multiplier donc, les chances au niveau donc, du secteur de la production, notamment le secteur secondaire, pour accroître donc la plus-value au niveau de sa production pour véritablement engranger quelques devises en ce qui concerne donc la monnaie locale. Alors finalement, la reprise de l'économie que nous avons constatée est-elle partie pour durer longtemps? Elle va durer longtemps tant que donc l'Éthiopie va maintenir donc sa bonne politique économique. Tant que l'Éthiopie également sera donc un pays de plus en plus en paix, Djibouti pourra donc mieux se porter. En tout cas, les dirigeants de ce pays sont conscients donc des enjeux internes et certainement travailleront pour maintenir donc cette croissance-là. Au-delà de cela, les investissements se multiplient de plus en plus au niveau du pays pour donc développer les infrastructures, pour donc développer le secteur industriel pour véritablement offrir à ce pays-là un mieux-être. En tout cas, pour les 5 prochaines années, il n'y a pas trop de risque donc de chute de cette croissance-là, annonce donc la Banque mondiale et le FMI. C'est tellement qu'on va observer pour voir si véritablement Djibouti pourra faire partie donc de ces pays africains qui ont donc acquis les compétences donc de la croissance positive. Finalement, est-ce que la population djiboutienne va ressentir tout ceci dans son assiette? Pas de sitôt, il va falloir attendre longtemps parce qu'il faut travailler sur les indicateurs tels que donc, la lutte contre le chômage, contre le sous-emploi, mais aussi l'analphabétisme et pourquoi pas revoir le système éducatif pour drainer davantage donc, les laborieux vers les secteurs rentables tels que l'industrie et pourquoi pas l'agriculture. Merci beaucoup Kazmi Pédior, merci pour toutes ces explications et à vendredi. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis.